Bienvenue, tu es dans un podcast où un jeune Amazonien te parle d'art, te parle de créativité et d'entrepreneuriat, avec des invités de Guyane, de France hexagonale et d'un peu partout dans le monde. Moi c'était Lezé, auteur, compositeur, réalisateur et designer graphique. Et tu es dans le Fruit Talk. Le fruit des efforts, c'est vrai. Plus de fruits, meilleur est le jus comme mûr est le fruit. Bel bonsoir, bel bonjour. Bon bah ça avec côte, autres cas coûter mon mougnon. Mais bonjour. Dans cet épisode, je vous laisse découvrir mon échange enregistré lors des tables rondes vinyle du Pater. Mais là, l'invité, c'est Sylvestre Saül. Sylvestre Saül, qui est le créateur du célèbre groupe Carnivore, un groupe qui fait un carton lors des bals Paris Masqué en Guyane. Mais il a également fait partie du groupe Azika, groupe dont nous allons écouter le vinyle lors de la table ronde et dont vous allez découvrir quelques extraits lors de ce podcast. Il a été actif dans le paysage musical guyanais, encore actif maintenant, un talent monstre et agréablement surpris de tout ce qu'il détient comme casquette. Bref, ça a été un réel plaisir, un échange également super riche. Et je le dis pas assez souvent, mais si jamais tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à partager, liker, laisser des notes sur Apple Podcasts, etc., etc. J'en dis pas plus. Bonne écoute. Bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent sur le podcast. Bonsoir à celles et ceux qui vont nous rejoindre. On est parti pour cette deuxième table ronde du vinyle du Pater. Et là, pour cette deuxième table ronde, nous allons parler du vinyle Azika. Et nous avons l'honneur de recevoir monsieur Sylvestre Saül, qui a été un membre actif dans ce groupe de l'ouest de la Guyane, si je ne me trompe pas. Et j'aime toujours commencer mes tables rondes en posant une question relativement simple, c'est comment as-tu commencé la musique ? Oui, déjà, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir surtout, voilà. Et en fait, comment j'ai commencé la musique, je vais essayer de ne pas plagier justement tout ce que les autres peuvent dire, mes prédécesseurs. En fait, c'est depuis, je pense que j'ai dû accomplir un des vœux le vœu le plus cher de ma défunte mère, qui voulait, lorsqu'elle était plus jeune, qui voulait embrasser cette carrière musicale. Voilà, donc elle n'a pas eu cette chance-là et je pense que elle me l'a transféré. Elle me l'a transféré puis depuis tout petit. Hein. Mais avant de pouvoir m'essayer à la musique, j'ai quand même, c'est le seul, hein, parmi une fratrie de 7 personnes, je suis le seul à ne pas avoir fait du sport. Parce que tous les autres, c'était le foot, ouais, voilà. Non, même, peut-être pas de haut niveau, mais sportif. Donc j'ai été le seul à vraiment épouser cette petite carrière musicale. Et je pense que c'est elle qui me l'a transmise. Ouais, donc voilà. Et tu as commencé par quoi comme instrument ? Alors c'est mon premier instrument, c'est elle qui me l'a offert. J'avais 10-13 ans. Quand elle a vu que je me suis essayé au judo, je me suis pété la clavicule, donc c'est à côté. J'ai essayé au football, je me suis cassé un orteil, ok, à côté, donc la guitare, il n'y a pas de risque. Et c'est là que je me suis vraiment éclaté. Et elle m'a offert ma première guitare, j'avais 13 ans. Et depuis, je n'ai jamais laissé cet instrument. Voilà. Quel a été ton contact ? Enfin, comment s'est créée la formation Azika et en quelle année ? Alors, bien entendu, ça fait quand même pas mal de temps. C'est dans les années 80, au début des années 80. Je dois préciser que lors de la création, je n'y étais pas encore. Je n'y étais pas encore. On m'a fait appel à mes qualités guitaristiques après. Mais à l'issue, enfin à la base de ce groupe, je ne sais pas si je peux le nommer, il y avait quand même Jean-Pierre Bourgeotin. Je ne sais pas si on le connaît, Jean-Pierre Bourgeotin que je salue, Jean-Élie Panel, les frères Changalang, tout ça ce sont des amis de l'Ouest, de Saint-Laurent, les frères Changalang, Joseph et Claude, et aussi Henri Placide. Monsieur Henri Placide, et Ivan Toris, Roland Erdual, je ne sais pas si tout le monde connaît, voilà, c'est ces musiciens qui sont toujours d'actualité. Et puis bien sûr, par rapport au projet musical, je pense que mes amis ont trouvé qu'il fallait rajouter une petite guitare, et puis ils ont fait appel à moi. Et c'est là que j'ai intégré le groupe. Et pour avoir l'année exacte, c'est un petit peu compliqué.
mais je pense que c'est aux environs des années 80. D'ailleurs, sur l'album, sur le vinyle que tu as sorti, je pense qu'il y a justement l'année de production. Nous n'avons pas sorti beaucoup. Là, je sais pas si bon, voilà, je suis peut-être là avec beaucoup. À l'époque, il y avait beaucoup de cheveux. Voilà, voilà. Donc c'est les années 80, je pense. Hein. Ouais, ouais, parce que bon, on avait tous 20 ans, t'es jeune et beau, puissant, tout. Voilà, les années 80. Voilà, c'était une belle époque. Et du coup, ton rôle au sein du groupe, c'était uniquement à la guitare ou tu avais un autre rôle dans ce groupe, un rôle, je sais pas, sur un autre instrument ou sur un autre pôle pour que le groupe puisse fonctionner dans les meilleures conditions? Disons que essentiellement la guitare, ouais, guitare rythmique, guitare accompagnement comme on disait à l'époque. Mais il se trouve que pour des raisons, on va dire artistiques, il a fallu que lors justement de la production de ce vinyle, il a fallu que j'interprète un des titres que j'ai composé qui s'appelle Viré. Voilà. À la voix, c'est-à-dire, voilà, je vais interpréter la chanson que j'ai composée à l'époque, hein, parce que, bon, le chef d'orchestre à l'époque, Jean-Pierre Bojotin, m'a toujours dit, écoute, Sylvestre, tu as fait la chanson, tu as fait la voix témoin. Ah, bon, à l'époque, on n'appelait pas ça line top. Hein. Voilà, top line, top line. Voilà, bah, à l'époque, c'était bon, écoute, tu essaies de poser ta voix. Elle a dit non, la façon dont tu chantes, la façon dont tu t'exprimes, la vibe que tu donnes, il n'y a que toi. Et puis que toi seul qui peux l'interpréter. C'est la raison pour laquelle j'ai eu ce privilège d'interpréter ma chanson sur le vinyle Azeka. Ouais, exact. De l'enregistrement, enfin des répétitions, pour arriver jusqu'à l'enregistrement final pour la sortie du vinyle, entre la création d'une mélodie et la sortie d'un vinyle, il se passait combien de temps dans votre processus de création pour la sortie d'un album? C'est vrai qu'à l'époque, le processus était assez long parce qu'il a fallu passer par tout ce qui est programmation. À l'époque, c'était pas aussi rapide. On n'avait pas tous les instruments, tous les outils qu'on a maintenant. Maintenant, c'est bon, en une soirée, on peut faire, en une nuit, on peut faire un tube, hein, on peut faire un morceau. Mais avant, il y avait le processus de création, de programmation. On passait par, je sais pas si tu te rappelles, non, d'un instrument qu'on appelle l'Atari. C'était l'ordinateur. Ouais, on est passé. C'est ça. C'est-à-dire qu'on programmait avec cet ordinateur que, bon, à l'époque, on appelait Atari. C'était vraiment le tout début même de la programmation musicale. Bon, il y a quelques de mes amis musiciens qui programmaient aussi directement sur leur clavier. C'était vraiment une révolution. Et après la programmation, il a fallu déverser tout cela dans le studio. Et donc, ça prenait un certain temps. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de piste audio, tout était fait, il fallait faire des tout ça, donc ça prenait vraiment beaucoup plus de temps. Tout d'une traite, mais on pouvait, une fois que c'était enregistré, s'il y avait des petits bugs, il fallait recommencer. Et c'est vraiment, bon, ça prenait énormément de temps. Ouais. Beaucoup, oui. Oui, mais ça, c'était quand même assez productif et puis ça fédérateur parce que, en fait, je veux dire que par là, on apprenait, on pouvait faire des erreurs et là, il n'y avait pas de correction possible par l'informatique. Là, c'était vraiment du one take, good take. Si jamais il y avait une erreur, soit on laissait, ou bien soit on refaisait tout. Voilà. C'était pas aussi facile. Enfin bon, c'était plus fastidieux que ce qu'on fait maintenant. Maintenant, on peut tout corriger avec bon, autotune et j'en passe, c'est des meilleurs. On a tous les outils nécessaires. Et voilà, voilà, exactement. Là, effectivement, les fausses notes, on peut les corriger. À l'époque, on évitait d'en faire parce que c'était galère de les corriger. Sinon, bon, le studio, il fallait payer. Et plus on passait de temps dans le studio, ben, plus voilà, la facture se voulait serrer, quoi. Ouais, ouais. Une petite question, c'est en fait, par rapport à la diffusion, une fois que l'album, voilà, il y a ce temps qui passe, il y a l'album qui est enregistré, est-ce que c'était compliqué pour vous d'avoir de la diffusion, que ce soit concert, que ce soit télé ou radio? En fait, la diffusion, bon, vu que nous étions pas trop nombreux, nous étions trop nombreux dans la sphère artistique, hein, la diffusion se faisait plus ou moins bien. Il fallait bien sûr avoir des connexions, bien plus souvent que maintenant.
Mais nous étions plutôt vraiment focus sur tout ce qui est l'aspect live. Parce que bon, si on enregistrait, si on passait en studio, si on se donnait comment dire, la peine d'enregistrer, c'était justement pour diffuser, pour faire partager sur scène notre savoir et notre message musical. Voilà. On en a fait pas mal. On en a fait pas mal sur Saint-Laurent, quelques-unes aussi sur Cayenne. Mais plutôt, effectivement, dans l'Ouest. Bon, voilà. Mais quand on nous invitait dans la capitale, bon, c'est avec plaisir que nous rendions pour pouvoir partager le message musical d'Azika. Ouais. Parce qu'en fait, là, il faut dire qu'Azika, c'était une couleur différente. Non seulement, bon, on venait de l'Ouest, notre créole n'étant pas le même. Donc voilà, on était plutôt considéré comme un groupe qui venait des Antilles. Alors que non, voilà, on venait de Saint-Laurent, à 250 km de Cayenne. Mais bon, c'était, on va dire, à l'époque, c'était un petit peu comme ça. Bon, Saint-Laurent était toujours considéré comme la commune à part du fait de notre culture, du fait aussi de notre savoir musical, parce qu'il faut dire qu'à Saint-Laurent, il y a beaucoup de guitaristes, il y a énormément d'artistes, de chanteurs, nous étions, vraiment c'était un vivier d'artistes, vraiment nous étions un petit peu, les gens étaient un petit, enfin les Cayennais on va dire, la Guyane était un petit peu, bon, entre parenthèses, hein, bon, c'était gentil, jaloux de ça, carrément. Jaloux de savoir que, ouais, à Saint-Laurent, ah ouais, il y a un bon guitariste, ah ouais, Saint-Laurent, il y a un bon chanteur. Ah ouais, c'était vraiment, ah non, c'était à ce niveau-là. Et lorsqu'on avait le privilège de descendre sur Cayenne, bon, c'était un petit peu chaud, quoi. Voilà, parce que, ouais. Il y avait une petite rivalité entre artistes, oui, voilà, donc, ouais, c'était un petit peu chaud. La preuve, bon, je sais pas si on va revenir. Pour les Lindor, bon, on est le premier groupe à avoir remporté une demi-douzaine pour le titre Pouiche-moi, par exemple. Voilà, donc ça a créé quelques tensions à l'époque, mais c'était gentil. Voilà, c'est ça. Ça restait des tensions artistiques. Oui, c'était bon enfant. C'était bon enfant. Bon, jusqu'à maintenant, on connaît ça aussi, hein, voilà. Donc, voilà, mais c'était pas méchant. Voilà. Yes. Avec ce groupe Azika, est-ce que tu as perçu des droits d'auteur de par la SACEM? Est-ce que tu es inscrit à la SACEM? Est-ce que le groupe est inscrit à la SACEM? Comment ça se passe sur cet aspect administratif? Alors, concernant les ayants droit, concernant la SACEM, la majeure partie des musiciens intégrant le groupe Azika, ils sont tous, enfin nous sommes plutôt tous inscrits à la SACEM, sociétaire SACEM depuis le plus jeune âge. Donc nous avons cette chance d'avoir compris qu'un musicien il a de la matière grise, il doit composer, et pour protéger ses œuvres, il y a un organisme qui s'appelle la SACEM qu'il fallait justement s'inscrire pour pouvoir, bon, non seulement, nous n'étions pas forcément du genre focus sur les droits d'auteur, sur la perception, mais plutôt le fait de composer, parce qu'en fait, nous avions cette envie, cette force de pouvoir composer, et puis si ensuite on se dit, bon, écoute, si on compose, il faut aussi protéger nos œuvres. Voilà. Mais franchement, au niveau des droits d'auteur, je le vois maintenant. Maintenant que tout est bien régi, tout est bien ciblé, bien cadré au niveau de tout ce qui est ayant droit, ça se voit maintenant et je ne regrette pas d'avoir fait le pas et d'être inscrit à la SACEM depuis mon plus jeune âge. Depuis l'âge de 20 ans, je suis à la SACEM. Est-ce qu'à l'époque, il y avait, posé dans le micro pour le podcast, est-ce qu'à l'époque, tu trouvais qu'il y avait des organismes qui faisaient correctement ce travail de vous renseigner sur les structures comme la SACEM pour pouvoir protéger vos droits? Est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient ce travail-là à l'époque pour vous renseigner sur ça? Parce que si vous n'êtes pas au courant, en soi, je dirais pas que c'est de la faute de l'artiste. Bon, c'est partagé parce que l'artiste, il est artiste, il est la tête dans le guidon. Mais il y a des personnes qui sont payées normalement pour pouvoir renseigner les ayants droit, pour faire les démarches. Est-ce qu'il y en avait à cette époque? Bah, je ne cacherai pas qu'à l'époque, c'était pas vraiment clair. À l'époque, c'était pas vraiment clair. Nous n'avions pas cette chance d'avoir une institution bien cadrée qui nous expliquait, enfin, qui nous amenait à protéger nos droits, quoi, en fait, de protéger nos œuvres. Mais c'est vraiment une volonté que nous avions nous-mêmes
en suivant un petit peu. Bon, on n'avait pas encore ces outils qu'on a maintenant avec Internet, les réseaux sociaux. Et donc, on allait à la recherche. On allait vraiment à la recherche des informations et on se disait que non, mais il faut vraiment qu'on protège nos œuvres, on compose, nous écrivons, il y a des auteurs-compositeurs, donc il faut vraiment qu'on se mette aussi au goût du jour. Ouais, ouais. Tout à l'heure, quand on a parlé de diffusion, on a parlé de scène, on a parlé de radio, mais en termes de vidéo, parce que maintenant c'est un réflexe normal, on sort un son, on fait un clip. Mais autrefois, voilà, c'était pas aussi facile que ça. Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'en faire? Est-ce que vous en avez fait beaucoup? Et si oui, est-ce qu'il y a possibilité de connaître une fourchette de tarifs pour un clip à l'époque? C'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, la vidéo n'était pas, on va dire, sur ce sur quoi on comptait beaucoup. On comptait plutôt sur tout ce qui était audio. Et voilà, donc on a eu la chance d'avoir de mettre en image la chanson Pouichmouais, vu que c'était un gros succès. Un énorme succès, donc je pense que ça a dû jouer un petit peu, se chercher chez les producteurs, notamment l'un des seuls producteurs que nous avions en termes de vidéos, c'était la société, à l'époque c'était RFO. Voilà, donc grâce à eux, on a quand même eu certaines possibilités d'avoir quelques vidéos, d'avoir quelques images. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer comme maintenant. Maintenant, bon, c'est clair que, enfin, tu sais comme moi-même, que c'est pour faire un clip, il suffit d'avoir des outils, puis on peut même faire un autoclip, on va dire, je vais appeler ça autoclip. Mais avant, c'était vraiment la croix et la bannière pour pouvoir mettre en image tout ce qu'on faisait en termes de son. La preuve, pour Virer, la chanson que j'ai composée et interprétée, je n'ai jamais pensé la mettre en vidéo, en image. Pourquoi? Parce que bon, à l'époque, c'était pas évident. C'était un gros budget. À l'époque, un des freins principaux. Un des freins, c'était le budget, et puis il faut avoir le temps aussi. Le temps de trouver le vidéaste, hein, de trouver les fonds, tout ça, voilà. Donc, c'était pas aussi facile que maintenant. Ouais. T'as parlé de trouver les fonds. Est-ce que à cette époque, c'était courant de faire des demandes de subventions pour créer des projets? Est-ce que vous-même, vous l'avez fait pour monter des projets artistiques, des albums, faire des demandes de subventions? Pour ne pas te mentir, je pense que c'était très compliqué. À l'époque, je ne pense pas, si jamais je me trompe, bon, désolé, mais je ne pense pas que le responsable du groupe à l'époque ait fait appel à des fonds voilà, venant de collectivités, en fait, voilà, des subventions quelconques. C'était plutôt une production genre la tour des miracles. Daniel Sinaï, la Tour des Miracles, oui, parce que c'est lui qui, c'est grâce à Monsieur Sinaï qui nous a produit, qu'on a pu par la suite faire pas mal de choses en termes de sortie d'album déjà et en termes de sortie d'images, de vidéos. Ouais, mais la subvention, je me rappelle pas que c'était quelque chose qui était vraiment de mise. Voilà. À l'époque, l'art était vu différemment. À l'époque, il fallait vraiment qu'on se mouille le maillot pour pouvoir se produire, pouvoir se faire connaître. Ah, il fallait, ouais. On était quand même méritant. Ouais, tu as l'impression que ça a changé? Si, c'est pas l'impression, ça a changé maintenant. Ça a changé parce que l'art est considéré. Ah oui. Ah, mais je pense qu'elle a évolué. C'est-à-dire que l'art est vu différemment, les artistes sont vus différemment. La preuve, il y a une prolifération. Pardon. Il y a une prolifération de bons artistes, enfin d'artistes, on va dire. Et franchement, là, on peut dire sans trop se tromper que l'artiste est vu différemment. Ouais. Ouais. Je vous propose qu'on s'écoute en extrait du vinyle. Et comme d'habitude, s'il y a une question quelconque, elle est la bienvenue. Donc, vu que le geste pour écouter un titre est totalement différent de ce qu'on peut faire maintenant sur les plateformes de streaming, je place sur le bon sillon et on s'écoute en extrait du vinyle Azika.
Donc, nous revoici. Je précise juste que sur les photos à l'arrière du vinyle, Monsieur Sylvestre n'est pas visible. Il est crédité, mais il n'est pas visible sur la photo, car il a été sur le vinyle en tant qu'invité. Et ensuite, il a intégré totalement le groupe. Mais est-ce que, du coup, tu étais déjà dans le groupe quand le choix de la cover s'est fait ou pas encore? Le dessin. Oui, non, je pense que non. Alors, là, en fait, quand tout a été fait, non, j'étais vraiment comme j'étais invité pour faire, voilà, c'est ça. En général, le chef d'orchestre de l'époque, Jean-Pierre Bezotin, il avait tout son, voilà, c'est un homme à tout faire. Multiservice, il faisait la musique, les compos, il faisait les productions, les post-prod, il faisait même les pochettes. Alors, c'est la pochette, oui, la pochette, c'est lui. C'est lui qui l'a faite. Ouais, c'est lui qui a fait la pochette, voilà. Il a imaginé la pochette, puis il l'a fait faire voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, donc, effectivement, à cette époque-là, je n'intervenais en tant qu'invité. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était très, très, très. Comment dirais ça? À l'époque, c'était assez particulier, spécifique. Le cas, la main, avec voilà, le terme Azika. Peut-être que. Ouais, Azika. Ouais. Je sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire Azika. Le cas, je sais que c'est le tambour. Tambour, ouais. Azik, la musique du tambour, je ne sais pas. Non, la Azika, en fait, c'est la signification K, tambour, t'as bien fait, et Azik, c'est la liberté, tambour de la liberté. Voilà. C'est la signification qui a été donnée justement par celui qui l'a composé, celui qui a formé le groupe. Ouais. Azika, tambour de la liberté. Mais liberté, Azik, dans quelle langue? Non, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'il y a une petite connotation africaine. Je pense, hein, je ne suis pas sûr. Je pense que quand Jean-Pierre Bourgeotin tu l'auras, voilà, il se fera un devoir de pouvoir t'expliquer tout ça, parce que lui, il est vraiment à la base d'Azika. Yes. En tout cas, vraiment, ce sera un grand plaisir de le recevoir un de ces quatre. Et comme je l'ai dit, toutes les personnes qui ont participé à ces créations sont les bienvenus, et mon combat, c'est de réussir à chacune les inviter pour avoir leur point de vue et leur processus, leur façon de faire. Donc ça m'intéresse fortement. Mais pour le moment, nous sommes avec Monsieur Sylvestre Saül, donc c'est vous qui m'intéresse. C'est toi, on a dit qu'on se tutoyait. C'est toi qui m'intéresse, et je voudrais savoir quel est ton meilleur souvenir avec le groupe Azika. Mon meilleur souvenir, ou l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est déjà lorsqu'on est parti avec les 5 Clés d'Or. À les 5 Clés d'Or, ouais, je me souviens, c'était c'est à la sortie du deuxième album, hein, avec notamment le son viré, mais le gros succès de l'époque, Pouiche Moins, interprété par Ivan Toris. Waouh! Alors, si celui-là c'est 88, je pense que le deuxième c'est un petit peu plus tard. Là où j'ai vraiment intégré le groupe, je pense d'être 90. Ouais. Peut-être 93, mais franchement, je ne saurais te dire avec précision. Mais c'est dans les début des années 90. Parce qu'après, il y a eu justement l'Alain d'Or, le gros succès d'Alain d'Or. Et ensuite, après le succès d'Alain d'Or, on a fait notre premier concert. Sur Saint-Laurent, sur l'Ouest, notre premier concert qui n'a pas été malheureusement couronné de succès, mais en fait on a eu quand même ce plaisir, cette chance, ce privilège de produire notre premier concert suite au succès de l'Indor. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs avec j'allais dire, avec Azika. Désolé. Justement, on va en parler juste après. On va en parler juste après, parce qu'en effet, tu as plusieurs casquettes. Donc là, tu es invité dans le cadre de ta contribution au groupe Azika, mais tu es également créateur du groupe Carnivore, si je me trompe pas. Mais on en parlera juste après. Tu as parlé du fait que, enfin, tu as abordé rapidement le fait que ça n'a pas été couronné de succès. Le concert suite au Alain d'Or, le concert qui a été fait à Saint-Laurent. Qu'est-ce que tu appelles pas été couronné de succès? Il n'y a pas eu de remplissage, ou ça s'est mal passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, effectivement, il aurait fallu qu'on décortique l'histoire, mais je pense qu'on a été un petit peu trop optimiste.
trop optimiste à l'époque. Le fait, bon, on en a discuté vaguement, le fait d'avoir connu ce succès, on va dire, en termes de l'Indor. Parce qu'après ce succès de Push Moins, on s'est dit, bon, tout de suite après, faire un concert, peut-être que ça va amener du monde, ça va être un gros succès. Malheureusement, le public n'a pas suivi. Il faut le dire, bon, le public à Saint-Laurent n'a pas suivi. Peut-être. Voilà. Mais à l'époque, on n'avait pas pensé à ça. On s'est dit Saint-Laurent d'abord, et puis là, nous plicher. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne leçon. Et ce qui fait qu'après, bon, est-ce qu'on a été un petit peu touché dans notre amour propre? On s'est dit, bon, pourquoi ça n'a pas marché? On va pas recommencer, ça va pas. Et puis, chemin faisant, ben, bon, on a fait autre chose. Chacun, nous sommes partis dans des horizons différents. Moi, je suis rentré sur Cayenne. Il y a d'autres aussi qui sont rentrés, qui sont restés, ou bien qui sont partis sur la métropole. Je ne peux pas dire, je ne sais pas si, on va dire, ce non-succès suite à notre concert à Saint-Laurent, puisqu'on était sûr que nos amis, que la famille, tout ça, enfin, il y a plutôt la famille que les amis, auraient suivi. On était quand même sûr que ce concert aurait été vraiment un concert qui aurait réussi. Malheureusement, non. Bon, est-ce que ça a terni un petit peu ça a mis à mal notre fougue musicale? Ben, bon, non. Ben, à partir de cela, le groupe Azika n'a plus refait de concert déjà mais on a quand même baissé un petit peu de volume en termes en termes de production. Ouais. Voilà. Peut-être aussi, peut-être que bon, ce que je dis là, peut-être que c'est un petit peu exagéré, mais je le ressens comme ça. À l'époque, je le ressens comme ça. Ouais. Et, avant de parler de la fin d'Azika, je voudrais revenir sur l'activité d'Azika. Est-ce que durant votre activité, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous produire sur scène hors du territoire guyanais? À ma connaissance, non, parce que bon, ça se saurait. Non, bien sûr, parce qu'on a voulu, comme je l'ai dit en préambule, on a voulu produire notre premier concert à Saint-Laurent, chez nous, dans notre commune, qui n'a pas été couronné de succès malheureusement. Et puis après, non, je pense qu'il y a un petit dégoût. Une petite déception artistique qui a pris naissance entre chacun d'entre nous. Et puis on est passé à autre chose, quoi. On est passé à autre chose. Peut-être que c'est dommage, on aurait dû continuer. Voilà. Yes. Pardon? Oui. Oui, nous t'ai fait. Oui, voilà, c'est ça. Nous t'ai fait balle d'animation, bête comme ça. Voilà. Ouais. Ah ouais, avec un débat différent. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai, parce qu'en fait, Concert nous t'ai produit nous compositions. Voilà, on mettait en avant nos œuvres. Et suite au gros succès de l'album, on s'est dit non, quand même, voilà, nous avons au moins voilà, quelques fanatiques, mais non, franchement, c'était, on va dire, un fiasco. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Voilà, parce qu'en fait, ça nous a permis à certains musiciens de rebondir sur autre chose. Voilà. Ouais. 88, 90, hein. Ouais. Ouais, de nouveau. 88, t'as dit? Ok. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est vrai. Pour la plupart. On va dire ça. Il y a ça. Ouais, yes. Il y a ça qui était salon. Ouais. Absolument. Ouais, non, effectivement, tu as. Peut-être. Ouais. En fait, c'était. Ça peut être. Non. Non, tu savais. Non, à ça époque, il n'y a pas de mercato. Pas de mercato. Non, il n'y a pas de mercato à ça époque. Plutôt, en fait, c'était plutôt par besoin professionnel.
Bon, il y a un mot qui est parti, mot rentré Cayenne pour des raisons professionnelles, des raisons familiales aussi. Il y a des trois qui est parti dans l'Hexagone pour des raisons professionnelles aussi. Parce qu'on était jeunes. On était quoi, là, on a 20 ans, être comme ça. Exactement, voilà. Donc c'était plutôt à sa époque, nous avons fait bête par amour, par plaisir. Voilà. Donc après, plutôt qu'on dit, plutôt qu'on bête, pas facile. Bon, la musique ne nourrit pas son homme. Donc t'es obligé à les garder pour voilà pour ça qui gagne famille, nourrir famille, pour ça, tu vois. Donc ça a dû participer aussi à l'éclatement du groupe. Et puis il y a aussi je dis franchement, il y a quelque part aussi 50% du fait que le concert que nous avons fait qui a capitulé, non, ça a joué. Ça a fait mal à chacun d'entre nous au plus profond. Et je pense que ça a dû jouer négativement. Ouais. Ouais. Oui, oui, absolument. Ouais, ça. Ouais. Non, justement, malheureusement. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'était diffusé par, je sais pas par quel réseau, mais en tout cas, on nous connaissait du fait que le langage, de par la musique, très proche des Antilles, voilà. Donc, on était plutôt, puis le style de musique aussi, parce qu'il y avait le Chevalbois qui avait intégré cette musique que nous faisions, plus les instruments électroniques. Donc, c'était un petit peu particulier. Donc, c'était comme disait le frère. La musique qu'on faisait à Zika à l'époque, elle était vraiment unique. Et Vous étiez, enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y avait une forme d'avant-gardisme. C'est-à-dire que, même je le disais tout à l'heure, pour cette initiative sur un court passage du vinyle Bluebird, on en a parlé rapidement, mais là, je l'ai senti sur une plage plus grande, c'est-à-dire cette initiative de musique électronique et de tradition croisée. Et mais bon, je pense que tu as déjà répondu à la question, c'est-à-dire que ce concert-là vous a plombé, mais ma question aurait été pourquoi ça n'a pas été pérennisé ce genre d'initiative, c'est-à-dire de croisement électronique, tradition, pour installer un style et ensuite faire grossir le truc sans forcément faire du mimétisme de ce qui se fait ailleurs. C'est vraiment, parce que là c'était une bonne initiative en soi, mais est-ce que ça avait été bien reçu quand ça a été fait, ça? J'avoue qu'au début, c'était un petit peu compliqué de faire passer le message, hein, parce que c'était nouveau. Et tout ce qui est nouveau, forcément, il faut un temps d'adaptation. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est avant-gardiste, comme tu dis. Donc, c'était une fusion entre la musique, on va dire, électronique et tout ce qui est, on va dire, folklorique. Et c'était quelque chose de nouveau. Donc, on apporte quelque chose de nouveau. On vient de l'ouest, de Saint-Laurent. Nous ne sommes pas la capitale. Nous avons un langage différent en termes de messages vocaux. Donc tout ça on amène tout cela là sur la capitale. Donc c'est clair que peut-être qu'on nous a regardé d'un certain œil. On remporte on remporte un succès de 5 clins d'or, ce qui s'était jamais fait. Donc je dis pas que peut-être qu'à l'époque on nous regardait franchement de haut, on dit côté Raleigh c'est Boucta et Bouc Saint-Laurent. Et il y avait toujours cet antagonisme, vraiment peut-être déguisé entre les Saint-Laurentins et les Cayennais. Ah ouais, à l'époque, c'était comme ça. Et le milieu était petit. Il faut dire qu'effectivement, très bonne question, merci. Il faut dire qu'à Saint-Laurent, on était baigné jusqu'à maintenant par la musique qui venait du Suriname. Parce qu'effectivement, en termes comment dirais-je, de médias, on n'était pas riche à l'époque. Hein. On recevait la seule radio c'était RFO. À l'époque, c'était RTF ou RFO. Bon, on va dire RFO. Mais nous avons ce privilège de recevoir des vinyles, des CD, parce qu'on était la ville de Saint-Laurent à la frontière du Suriname. Et le Suriname nous baignait et on recevait justement des médias, enfin les fréquences du Suriname, avec tout ce qui est rhythm and blues, je veux parler de Byron Hill, The Dragoners, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont toutes les musiques, on va dire, américaines qui faisaient malheur au Suriname. Et là, on était baigné on était influencé par ces rythmes. Voilà, donc ça se ressent un petit peu, ça se ressent dans toutes nos compositions. Et bien sûr, le côté folklorique, c'est les Antilles. Effectivement, on n'a rien inventé. Voilà, donc voilà nos influences un petit peu. Voilà, côté américain et côté antillais. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas rien inventé. Ouais. Comment j'entends, moi j'entends de la création. J'entends les influences,
Mais il y a des choses qu'on entend là qui sont de la création pure. Et bon, après, de toute façon, on ne crée jamais rien, hein. On fait que renouveler des choses qui existent déjà et on fait qu'adapter, exactement. Il y a une autre question ici. D'accord. Je répète juste pour le podcast, parce que c'est vrai que j'ai pas répété pour le podcast, mais vu qu'il l'a dit, c'était parfait. Donc là, la question c'est, comment vous définiriez le style musical d'Azika? Alors, c'est surtout pas du zouk, c'est pas du compas, effectivement. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Non, mais c'est une question qui est hyper difficile à répondre parce qu'en fait, quand on met en place un style musical, pour trouver le style, pour trouver vraiment, pour nommer ce. Vous avez des questions difficiles, vous, ouais. Alors, pour vraiment trouver un terme pour identifier ce nouveau style, franchement, on n'y a même pas pensé. C'est vraiment, non, je te dis franchement, on n'y a même pas pensé. On faisait de la musique, on a nommé. On sait que lorsqu'Azika se produisait, ça me fait rappeler justement, merci pour la question, on était invité sur une scène à Buzari à l'époque. Il y avait une manifestation, un événement organisé à l'époque par la mairie. On était les invités centraux. Voilà. Donc, tout le monde nous attendait, il y avait une foule immense, voilà. Et on nous a posé la question à l'époque, au chef d'orchestre, comment vous définissez le style musical? Eh bien, la musique d'Azika. C'est tout. C'était tout simple. C'est-à-dire la musique d'Azika. Voilà. C'est-à-dire qu'Azika, une fois qu'on présentait Azika, on savait que c'était un style différent, que ça venait de Saint-Laurent. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est pas ça la réussite pour un artiste ou pour un groupe? C'est-à-dire, déjà ne pas avoir à nommer, c'est-à-dire que c'est le public qui le nomme, et le public le nomme parce que vous avez une touche particulière. Donc quand on nomme votre nom, on sait qu'il y a une esthétique qui va avec, et c'est beau, c'est puissant, c'est fort. C'est comme le zouk, c'est pas Kassav qui a décidé d'appeler le zouk, c'est le lieu où ça se passait, qui a donné ensuite ce nom au style musical parce que voilà, il y avait une esthétique, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose de fort, d'artistique qui se passait, et c'est ça qui a fait découler le nom, quoi. Mais peut-être que si le dégoût n'était pas né de par ce concert là, peut-être que ça aurait installé un nom et qu'à force on aurait dit, ah ben t'écoutes quoi comme musique? Ben j'écoute de la zik ou de la zika, peut-être, on ne sait pas. Mais est-ce que des fois il y a une nostalgie qui s'empare de toi? Est-ce que des fois tu as envie de remettre en place ce groupe pour faire ne serait-ce que des prestations hommage à toutes ces années de carrière, parce que c'est pas rien, quoi. Il y a un vinyle qui est sorti, vous avez été couronné de succès. Est-ce que des fois vous avez ces envies-là de recréer ce groupe-là, ne serait-ce que pour un instant ponctuel? Il est vrai que lorsqu'on se rencontre, les amis musiciens d'Azika, on en parle, on dit ouais, s'il fallait refaire, on l'aurait refait avec plaisir. C'est vrai qu'il y a une petite nostalgie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est laissé, mais vraiment avec un sentiment de quelque chose d'inaccompli. Et là, on a l'impression que, comme l'a composé le grand musicien que nous connaissions tous, c'est une symphonie inachevée. Je parle de Beethoven, si je ne me trompe pas, c'est lui. Voilà, donc c'est vrai que ça crée en nous... on a une petite nostalgie, et lorsqu'on se voit, on partage quelques moments ensemble, on se dit ouais, si on refaisait Azika, mais c'est pas facile. Ah ouais, parce qu'on est passé à autre chose. Oui. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, on est tous passés à autre chose. Bon, tout le monde sait ce que je fais, tout le monde sait ce que maintenant Henri Placide fait ou a fait. Chacun de nous, nous avons embrassé d'autres carrières, nous avons d'autres carrières artistiques, et pour reformer... un petit peu quand même, oui, heureusement. Voilà. Et voilà, ce qui fait que pour reformer le groupe, et puis même pour pour produire ne serait-ce qu'un vinyle, je pense que ce serait un vœu pieux, quoi, parce que c'est pas facile. C'est pas facile en termes de il faut dégager du temps. Bon, pour les compositions, c'est clair que tout le monde en a, mais après, est-ce que se réunir aussi, c'est pas un problème, parce que maintenant tu peux rester chez toi, tu fais une composition chez toi, l'autre qui est au Diable Vauvert, qui est à Saint-Laurent, qui est je sais pas à Paris, et il t'envoie les fichiers par internet. Tout est possible maintenant, et pourtant on a tous ces outils qui pourraient nous permettre de le faire, mais après c'est l'âme. Il faut avoir une certaine âme pour pouvoir dire écoute, on va
refaire ce là. Bon, là, je sais pas si l'âme existe toujours. En tout cas, il y a le nom, mais l'âme qui nous réussissait, ce petit côté fusionnel, je pense que la flamme est éteinte. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Ouais. Donc la question pour le podcast, c'est demain si on crée un concert où on réunit tous les orchestres avec Azika, avec les différents acteurs de Azika, est-ce que tu serais partant pour participer à ce projet de concert hommage à ce paysage musical, à cette esthétique? L'Ouest. Ouais, très bonne question, très bonne question. Personnellement, non mais en plus à Cayenne. Non mais effectivement, c'est la question posée. Je pense qu'elle est très pertinente parce qu'à un certain moment donné, on y a pensé. On y a pensé. On s'est dit pourquoi ne pas faire un concert, ne serait-ce qu'un seul, produire un concert live avec toutes les entités de l'Ouest. Mais le faire, moi c'était pas à Cayenne, hein. On veut le faire encore à Saint-Laurent, voilà, parce que bon, tu savais, là, toi, tu dis Saint-Laurent, voilà, toi, ouais, tu as marqué bêta, parce que bon, on est parti encore sur une fausse note, tu vois, voilà, c'est pas, ah, ben Saint-Laurent changé, c'est vrai, mais effectivement, c'est quelque chose, on y a pensé, et je peux te dire que c'est pas quelque chose qui est parti de notre tête. Mais là, après, le temps passe vite. Nous avons chacun de nous des projets, énormément de projets. Et ça, c'est un gros projet que si tu vois, franchement, tout est une question de moyens, c'est une question de volonté. La volonté, je pense qu'on l'a. Les moyens, peut-être moins. Mais une fois si jamais on trouve un producteur, si jamais tu te lances, par exemple, Canel se lance à la production. Voilà. Mais je pense que les artistes sont là pour ça. On a la matière, on a les artistes. Et après, je pense que ouais, c'est tranquille. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. Voilà. Je repose. Carrément. Je repose la question pour le podcast. Très bonne question. Est-ce que le fait d'avoir une option B dans sa vie, je la repose à ma façon, tu me dis si je me trompe, est-ce que le fait d'avoir une option B en parallèle de la musique, est-ce que ça ne favorise pas l'abandon des projets artistiques? Ou le manque de sérieux? Ouais. Ouais, je vais répondre de façon cash, hein. Franchement, la question, elle est très bien posée. Et je vais répondre de façon empirique aussi, hein, par expérience. Il y a beaucoup d'artistes qui ont dû justement abandonner, comme tu le dis, abandonner ou bien ne pas prendre en sérieux le côté artistique pour la bonne raison qu'à côté, ils avaient un revenu substantiel et un revenu sûr. Et j'en ai connu pas mal aussi qui ont dû, persister, qui ont dû perdurer, rester focus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, il y a une question de volonté aussi, volonté de savoir, oui, je veux vraiment vivre de ma musique. Et à l'époque, c'était pas facile à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, c'était pas facile de le faire, parce que, je prends mon cas, je ne voulais pas, quand j'étais en études,
en études, moi, j'avais pas pensé un jour travailler pour un patron, ou bien travailler pour une entreprise, ou bien non, moi, c'était la musique, point barre. Bon, j'avais quoi? J'avais 10-15 ans, entre 10 et 15 ans, moi, c'était la musique. Force est de constater qu'à l'époque, oui, bon, d'accord, tu veux faire de la musique, mais bon, maman et papa sont pas toujours là, donc il faut penser aussi, bon, si jamais tu as une famille, si jamais tu veux faire ci, si tu veux acheter ça, si tu veux... Voilà, on n'avait pas cette éducation à l'époque. Cette éducation nous permettant de se dire, bon, écoute, tu veux faire de la musique, je vais faire ça, je vais te pousser ou bien je vais t'accompagner. On n'avait pas autant d'accompagnement que maintenant. Les jeunes artistes, ils ont. Voilà. Bon, en fait, à l'époque, on peut pas comparer. C'est difficilement comparable les artistes de maintenant et d'avant, parce qu'on n'a pas les mêmes outils déjà, on n'a pas les mêmes volontés. Et puis, qu'allais-je dire en plus bon, franchement, moi, j'espère avoir répondu cash. Hein. S'il fallait le refaire, s'il fallait refaire, j'aurais vécu de ma musique. Ouais, s'il fallait refaire vraiment, je dirais que j'ai encore 15 ans. Ah, j'aurais vécu de ma musique parce que c'est un bagage qui est belle. Ah oui, la musique, c'est vraiment. Vivre de sa musique, c'est quelque chose que. Voilà, ça, il n'y a rien de comparable. Rien de comparable. Là, je pensais l'avoir dit, c'était le manque d'argent. Hein, voilà, on peut pas compter on pouvait pas compter tous les jours sur les parents. Et puis quand tu as des parents qui te disent bon, écoute, tu regardes pour ton bac, tu regardes pour ton avenir, on va dire ton avenir, voilà, sur les diplômes. Et la musique, même si je t'ai offert ta première guitare, tu aimes la musique, mais il faut savoir se nourrir aussi. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui nous a voilà, ça, on n'a pas cette éducation. On n'a pas eu cette éducation, disons que ouais, tu peux arriver aussi à te nourrir par l'art, par ce que vraiment que tu veux faire. On n'a pas eu cette chance d'avoir cette éducation-là. Là. Voilà, on a eu une éducation très occidentale, très standard. Travail pour gagner la manger, et tout manger. Voilà, c'est ça. Et c'est sûr, il y a aussi cette absence. Attention, il y a aussi cette absence d'information aussi sur les possibilités. Enfin, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces informations qui étaient accessibles sur ce qui est l'intermittence ou même les subventions dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir monter des projets. Il y avait qu'un seul schéma de financement ou de développement de projet qui était le plus populaire, je pense, c'est-à-dire avoir un sponsor, etc. etc. Alors qu'en fait, sur l'Hexagone, ça fait depuis an, ils sont au courant qu'il y a ça, il y a l'intermittence, il y a des maisons de disques, que le cheminement n'est pas le même et que c'est pas forcément de l'argent qui vient des poches, quoi. Et malheureusement, on souffre beaucoup de cette absence d'information. Oui. Je propose pour le podcast. Est-ce que, du coup, de par votre positionnement géographique et les influences du Suriname, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu l'envie d'aller sur le marché surinamais et développer les choses de ce côté? Peut-être que, oui, le fait que nous étions issus d'une ville frontalière, c'est peut-être que ça nous a touché quelque part. Mais il faut dire que le style de musique que nous faisions à l'époque, il n'était pas tellement diffusé déjà du côté d'Albina, enfin du côté du Suriname. Donc on n'allait pas quand même s'aventurer alors que chez nous même on n'était pas encore reconnu. Il a fallu déjà qu'on trouve une espèce de notoriété locale sur le plan local avant de s'exporter. Voilà. Donc bon, peut-être qu'à l'époque on y a pensé, mais on s'est dit bon, restons raisonnables, soyons rois chez nous, et puis ensuite on va forcément par la pyramide descendante, on va faire appel à nous. Voilà, si jamais besoin se fait sentir. Mais en tout cas, voilà, mais je pense que ça a dû effleurer un petit peu côté de la tête. Ouais. Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait du vinyle. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder en stock, bien les noter. Et juste après cet extrait, on repart sur quelques questions et ensuite on va clôturer doucement. On écoute, je sais pas quel titre, mais on écoute la phase B du vinyle Azika.
Nous voilà de retour 1, 2, 1, 2. Yes. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Moi j'en ai une, mais si jamais il y en a une dans le public. Ah, vas-y, tu peux toujours tenter le coup, je te dirai.
comment on gère l'équilibre entre vie professionnelle et vie artistique quand on est animé par ça? J'ai reformulé la matos, mais c'est bien ça? Bah, c'est pas difficile, hein, en fait, pour allier les deux. Donc déjà que le côté professionnel, il n'y a pas de négociation possible parce qu'il faut bien travailler pour manger, pour vivre. Et à côté, bon, je dirais en parallèle plutôt. En parallèle, il y a la musique qui est vraiment bon, je ne vais pas qualifier de passe-temps, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, le côté musical. Donc, pour fusionner les deux, lorsqu'on aime ce qu'on fait, justement, surtout c'est de la musique, voilà, ben on trouve le temps de le faire. Il y a des choses qui passent à côté. Par exemple, bon, les petites sorties familiales. Voilà, par exemple. Et voilà, ben, on est obligé de sacrifier quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Mais l'un dans l'autre, on est quand même satisfait justement de passer à côté de certaines choses pour pouvoir mettre en avant le côté artistique qui nous tient à cœur. Voilà. Donc cette fusion-là, on va dire que on l'a fait de façon naturelle. Ça, on l'a fait de façon naturelle. Ouais, exactement. Ouais. Il n'y a aucune difficulté. Y a-t-il une autre question dans le public? Moi, j'en ai une, c'est... voilà, on parle d'Azika. Azika, ça date d'il y a presque 30 ans, voire même un peu plus. Actuellement, ton activité, pour celles et ceux qui ne le savent pas, tu es créateur du groupe Carnivore, un groupe à succès en Guyane. Est-ce que entre Azika et Carnivore, est-ce qu'il y a eu d'autres groupes que tu as fréquentés, créés ou autres? Donc oui, surtout sur Saint-Laurent. Avant de créer ma structure Carnivore, lorsque je suis rentré sur Cayenne, il y a eu quand même le groupe, mais toujours de Saint-Laurent, qui s'appelait Les Rapaces. C'est un groupe de variété, plutôt basé sur des reprises, à l'instar de ceux que font mes amis d'Évasion, ou bien à l'époque Arpège Plus, ou à l'époque aussi Bluebirds et consorts. Donc les Rapaces, ce sont des amis musiciens issus de Saint-Laurent, une partie qui était dans Azika, et qui nous ont rejoints au Rapaces, en fait dans le groupe des Rapaces. Et après les Rapaces, cet épisode a duré quand même quelques bonnes années. Et bon, ensuite, il a fallu que je rentre sur Cayenne. Et en rentrant sur Cayenne, je me suis dit non, il y a aucun groupe à Cayenne qui pourrait m'intéresser. Donc j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Une fois que je suis rentré à Cayenne, bon, il y a le chef d'orchestre du groupe Évasion. À l'époque, il y a toujours le chef d'orchestre du groupe Évasion, il s'appelle Jean-Paul Comartin, voilà. Donc il a fait appel à moi, il a su que je suis rentré de par des connexions transversales, il a su que je suis rentré à Cayenne, donc il a fait appel à moi. Avant lui, il y a eu quand même les Bluebirds. Il y a eu comme les Bluebirds qui ont fait appel à moi, mais malheureusement, je n'ai pas su donner. Voilà, j'ai dû décliner l'offre pour des raisons, je ne sais pas trop quoi. Je crois à l'époque que je n'étais pas encore prêt. Parce que je sortais justement d'une belle époque avec un groupe qui s'appelait Les Rapaces, et je me suis dit non, vu comment ça s'est passé, aussi, on n'a pas allé au bout de notre aventure musicale au Rapaces, dans le groupe Les Rapaces, ce qui fait que bon, je me suis dit que j'abandonne ce que j'ai fait, que je laisse tomber, que je vais faire autre chose, je ne sais pas, voilà. Bon, il y a aussi le côté professionnel, le côté familial, tout ça qui s'est mêlé. Et puis, c'est après l'invitation, lorsque j'ai reçu l'invitation insistante, on va dire, du chef d'orchestre à l'époque du groupe Évasion, un groupe de jeunes à l'époque qui faisait du zouk, qui ont révolutionné la façon de mixer le zouk en live, tout ça. Je me suis dit, bon, écoute, bon, je vais faire un petit passage comme ça, juste pour essayer. Et je suis resté plusieurs années, parce qu'en fait, bon, ils étaient tous plus jeunes que moi, bien sûr. Donc, je leur ai apporté cette maturité, cette vision issue du Saint-Laurentin que je suis. Voilà, c'est-à-dire je leur ai donné le goût de composer, le goût d'exploiter leurs œuvres. Parce qu'à l'époque, ils ne faisaient que des reprises. J'ai dit non, ouais, pas possible, non, attends, ça devient matière grise, les gars.
Non, il fallait voilà, mettre en exergue, mettre en évidence, en lumière vos capacités, ce savoir-faire de composition, d'écriture. Et ils l'avaient en eux. Ils l'avaient. Et quelque chose que je connais, voilà, que j'ai trouvé bizarre, j'ai dit, oh les gars, vous avez ça, vous pas produit. Quand il fait qu'ils regroupent, on bête pound. Ah ouais, non, 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 il fallait composer. Et bon, après ça. Bah, je me suis posé la question, est-ce que c'est une question de... Est-ce que c'est vraiment un blocage, on va dire, en termes de création musicale, alors qu'ils savent le faire, ou bien est-ce que c'est la facilité, tomber dans la facilité, c'est-à-dire, comme quand il a dit, mon grand-mère a dit, mon père a dit, rédige chez son battable, c'est-à-dire, mon père a fait un succès, la chanson est déjà faite, c'est un succès, je reprends, c'est plus facile de reprendre, voilà, il y a moins de risques. On sait qu'on va faire du succès avec les œuvres des autres. Ça, j'étais contre ça. Je l'ai fait, bon, parce qu'il a fallu quand même répondre à une certaine exigence, exigence, on va dire, à l'époque du côté de la scène artistique. Mais c'est après que je dis, bon, ok, les gars, bon, ça suffit. Maintenant, on va composer, on va se mettre au travail. Et je pense que ça a été bénéfique, puisque c'est à l'issue après mon entrée dans le groupe, qui a eu ce succès de Dou, Gwenaël, tout ça. Donc voilà, je leur ai impulsé, je leur ai donné cette... Gwenaël, c'est Gwenaël, ouais, de Thierry Maillet, ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'était la première production du groupe Évasion en 96, ça je me rappelle très bien. C'est ça, c'est monsieur Thierry Maillet, c'est lui le compositeur et le chanteur. Non, voilà, le chanteur, le compositeur, et voilà, donc parmi tant d'autres, parce que bon, Jean-Paul Comartin qui est un excellent compositeur, un excellent pianiste, hors pair, un excellent compositeur. Depuis, il a fait pas mal de titres avec Nicolas Rino à la composition et au chant. Voilà, donc il y a eu Dou, Gwenaël, il y a eu aussi, j'en passe, hein, des meilleurs, mais franchement, des succès à ne savoir qu'en faire. Et là, ça a impulsé quelque part cette envie de créer. Puis, hop, il y a le premier CD, deuxième CD, puis voilà, le groupe Évasion a connu pas mal de succès. Et après, il a fallu qu'on passe à autre chose aussi. Une fois qu'on a connu le succès, je parle d'Évasion, mais il a fallu passer à autre chose. En termes comment dirais-je encore, de production musicale, bon, il a fallu qu'on passe aussi à fasse quelques vidéos. On a fait le clip de Dou. Il y a eu un producteur local qui nous a aidé à produire, à nous produire aux Antilles. Tout ça, il y a eu pas mal de scènes aux Antilles, pas mal de scènes aussi en métropole, et notamment à la Péniche. Donc voilà, c'était un gros succès d'Évasion. Voilà, un gros succès. Ben, après, il y a eu des choses. Azika, Rapace, Évasion, après Carnivore. Ouais. Bon, Carnivore, il a fallu que... Carnivore, c'est un petit peu, comment dirais-je, sans pouvoir cracher sur la soupe qui m'a nourri, parce qu'Évasion, j'ai quand même passé quelques belles années. Bon, à un certain moment, tu te dis que bon, il faut passer à autre chose. Il fallait que les chemins se séparent. J'ai passé de très bons moments avec Évasion, mais il y a quelque chose qui a fait que nos chemins se sont séparés, c'est que au niveau création. Je voulais vraiment créer, pas du zouk, parce que le zouk, j'estime que le zouk ne nous appartient pas. Le zouk ne nous appartient pas, le compas ne nous appartient pas. Et je suis parti plutôt dans une dynamique de création de la musique traditionnelle. Ce que j'ai créé avec le Carnivore. Voilà. Ah, ça c'est clair. Ouais, ça, franchement, je voulais le faire. Peut-être qu'il y a ceux qui n'ont pas compris que je me suis séparé du groupe pour aller créer mon style musical. Voilà, donc j'ai quand même galéré avec quelques musiciens, même issus du groupe Évasion, qui m'ont rejoint, qui ont compris un petit peu mon projet, ils m'ont suivi. Et ça a duré quand même 20 ans pour certains. Bon, bien sûr, il y a eu quelques départs, quelques marchés. Mais voilà, c'est comme ça qu'on construit un groupe. Et il y a des départs et des arrivées, c'est comme ça, voilà. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que le groupe Carnivore, je l'ai créé. J'ai amené ma contribution en termes
en termes de style musical, dans la mazurka, dans la begin, avec de nouveaux styles, j'estime que j'ai renormé avec mon groupe la begin et la mazurka, parce que maintenant on peut dire qu'il y a une mazurka guyanaise. On peut dire qu'il y a une begin guyanaise parce qu'en fait, ce n'est pas du tout du même, c'est pas du tout du même tempo, du même flow, de la même, on dirait, j'oublie un petit peu le mot, la même structure, mais bon, voilà, c'est ça, c'est pas structuré de la même façon. Le groupe Carnivore, on a amené quelque chose que maintenant, la plupart des groupes maintenant reprennent. Et donc, oui. J'ai une petite question justement par rapport au fait de créer une nouvelle structure. Du coup, ça crée un nouveau style, même si le point de départ c'est la mazurka, ça crée un nouveau style. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Azika, est-ce qu'il ne faudrait pas le nommer? Le nommer, vu que c'est une nouvelle création qui a un point de départ, mais le nommer afin d'installer quelque chose, de pérenniser cet héritage et de permettre justement d'une d'avoir peut-être la paternité du style, mais bon, ça c'est pas le problème, mais c'est comment justement installer le truc. Est-ce qu'il faut pas le nommer afin que ça se diffuse? Ton intervention est très, très pertinente, très importante, parce qu'effectivement, on a de cesse d'entendre, et c'est un terme qui galvaude un peu le carnaval, la musique carnaval. À chaque fois que j'entends ça, ah oui, voilà, c'est ça, la musique de carnaval, quand j'entends ça, ça me donne des boutons partout, tu vois. Et voilà, donc moi c'est un petit peu le projet que j'ai avec quelques membres de l'association, Carne Musique Pro, que je salue, qui chapeaute un peu le groupe Carnivore, c'est de trouver un terme à cette musique que nous avons créée, que nous avons amenée. Et là, on est sur une bonne base. Et pour pouvoir pouvoir valider ce terme-là, il faut vraiment qu'on ait l'agrément, la validation de tout l'univers de ce style musical. Voilà, de tout. Pas mal pareil, masqué. Voilà, c'est ça. De la musique traditionnelle, on va dire. Voilà, de la musique traditionnelle que nous avons. Voilà. Mais c'est pas. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à mettre de côté ce terme. Oh, tu fais de la musique carnaval, putain, ça. Non. Il faut vraiment dissocier la musique carnavalesque, qui est la musique que nous faisons, qui est une musique. Voilà, c'est un petit peu réducteur. Tu vois, voilà, c'est ça. Mais nous y travaillons pour trouver un terme, tout comme le zouk, tout comme le reggae, tout comme la salsa, tout comme la bachata. Pourquoi nous, on n'a pas ce... Voilà. Donc, on y travaille. Ouais. Une question juste pour le podcast. Comment ça se fait qu'aux Antilles, justement, il y a des styles comme le zouk, le bouillant, le chata qui ont émergé, qui se sont pérennisés? Et comment ça se fait qu'en Guyane, on n'a pas encore réussi à créer ce style et le développer, ce style musical? Oui, ouais. Oui, merci pour la question. Je ne sais pas si je pourrais donner la réponse, on va dire, plausible, là, comme ça, là, brûle pour point. Mais en tout cas, un élément de réponse que je pourrais apporter, je pense que c'est dû au fait que nous avons, pendant des années, des décennies, été des récepteurs. C'est-à-dire, nous avons reçu des musiques. Et le fait de pouvoir d'interpréter des tubes. Lorsqu'on passe à la radio, on entendait des chansons venant d'ailleurs. On se dit, bon, pour avoir un peu de succès, on les reprend. Je fais un petit peu de pied de nez à certains groupes, enfin les groupes d'avant qui maintenant qui ne font que faire des reprises. Et ben voilà, donc je pense que c'est un petit peu, à mon avis, c'est un petit peu la raison pour laquelle nous n'avons pas pensé à, au lieu de d'interpréter, de mettre notre propre style, de composer et de chercher justement cette nomination qui aurait fait que, au lieu de dire la musique guyanaise, de dire tel style. C'est maintenant, je pense qu'on est assez, on va dire, armé pour pouvoir... parce qu'on a un style, c'est clair, mais on n'a pas le nom. Voilà. Maintenant, et c'est vrai que pour dire pour faciliter les choses, faire des raccourcis, on dit ouais, mais c'est qu'à faire la musique carnaval. C'est voilà. Alors que non, c'est pas de la musique de carnaval qu'on fait. On fait de la musique d'un style qu'on n'a pas encore trouvé le terme en fait. Mais on est en tout cas pour me concernant, on est sur le point de trouver un terme. Voilà. Après, il faut que ça soit validé par les entités, par l'univers, voilà, par tout le monde. Et voilà, c'est ça le plus difficile, je pense. Parce que c'est vrai qu'en termes de création, on en a qui sont créés, mais c'est vrai que ça ne s'est pas pérennisé. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'il y ait beaucoup de groupes qui fassent des reprises, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas plus de groupes qui fassent des créations originales fait qu'il n'y a pas une industrie qui s'installe? Et du coup, qui dit pas d'industrie, dit
d'esthétique propre à chez nous qui s'installe et qui se pérennise. Bon, c'est peut-être un sujet de réflexion à avoir. Il y a une question, une réflexion, une question. Moi personnellement, non mais en fait, moi j'accepte. Personnellement, moi j'accepte. Mais si tu ne viens pas, non c'est clair. Mais moi j'accepte tant que tu ne dis pas que tu as inventé l'eau chaude. C'est-à-dire que si tu viens, tu me dis bon, je fais ce style fruité qui vient de là. Moi je te dis ok, ben fais. Mais ce qui nous tue, exactement. Je suis total. Exactement. C'est en ça que c'est comme ça qu'est né les vinyles du pater, c'est-à-dire que ce truc de faire comprendre qu'il y a eu des gens avant nous, parce que trop souvent c'est un problème chez nous, on fait et on pense qu'on a inventé l'eau chaude et on crédite pas ceux dont on s'est inspiré. Et c'est un problème parce que ça ne pérennise pas les choses. Ça ne dit pas que ah ouais, mais quand quelqu'un fait un son par exemple, ah ben il s'est inspiré du vinyle des mécènes qui est sorti là-bas, ou quand un tel il s'est un vinyle de, enfin c'est important de créditer parce que on a des gens qui ont créé quoi. Je sais pas si tu veux. Ouais, c'est vrai. Non, effectivement, à la différence. Donc, pour revenir à ce que mademoiselle disait sur l'appartenance de chaque style de musique à chaque territoire, je pense aussi qu'il y a une question de, comme tu l'as dit si bien, hein, d'ego. Il faut vraiment accepter. Si chaque musicien, chaque artiste, chaque groupe disent ah mais tiens, oh Samy sait faire là, faut bien ça Monselle faire là, ben t'as bon, on va le pérenniser, voilà ça nous ressemble, on va le pérenniser, on va le mettre en lumière. Mais tu sais que ça se fait ici, ça se fait voilà, mais en catimini, c'est-à-dire voilà, j'y reviens, ça se fait. Je prends la musique que je maîtrise, le style que nous avons amené. Le style que nous avons amené depuis la création de Maria, depuis la corrida, c'est un style qui, au départ, qui a surpris. Agréablement, puisque ça a fait le succès qu'on connaît. Et ensuite, ça a eu du mal chez certains artistes. Pourquoi ? Parce que ça venait d'un petit groupe, entre parenthèses. Le fait que ça vienne d'un petit groupe, de musiciens qui sortent de Saint-Laurent, côté MC débarque, et Saint-Laurent, MC Ravine mettait ce style-là, peut-être qu'il y a eu peut-être, je dis bien peut-être, hein, qu'il y a eu cette petite hésitation, ce frein qui a fait que certains n'ont pas validé, voilà, ils ont eu une difficulté à valider, mais force est de constater que l'aube est à bon. Tu es obligé de le faire parce que là, tu écoutes toutes les productions qui se font maintenant. Même le plus grand orchestre de France qu'on connaît, pour ne pas les nommer les Blue Stars, qui ne jouaient pas comme ça avant. Bah, je le dis franchement, si Émile était là, je l'aurais dit devant lui, qui ne jouait pas comme il joue maintenant. Ça, c'est depuis l'avènement de Carnivore que la sphère, l'univers musical, on va dire l'univers pas carnavalesque, hein, l'univers musical traditionnel a changé. Parce que voilà, il y a des codes qui ont changé. On a amené des codes, on a amené d'autres mélodies. C'est Renato. C'est Maria. C'est lequel? Maria. C'est le morceau que je choisi. Voilà. Donc voilà. Et après il y a la corrida. Ils le font. Maria, c'est Carnivore. Oui, c'est Carnivore. C'est en 1992. Il y a une question? Oui, je veux savoir, il y a une volonté de ne plus dire musique carnavalesque, pour bien définir la musique. Ensuite, on a vu que pour avoir une émergence de musique, il faut avoir cette solidarité quand plusieurs personnes reprennent le même rythme. Ça se fait, mais dans les dancing. J'ai remarqué. Ils ont tous un répertoire commun. Enfin, il me semble bien, si je me trompe, que Carnivore va peut-être jouer certains sons de Star, va jouer certains sons de Carnivore, et que pour que le bal soit bien, bon voilà, il joue plusieurs sons. D'autres, bon, c'est ça. Donc du coup, il y a ça, mais dans le même cycle. Donc comment c'est pareil maintenant? Alors quand tu dis dans le dancing, c'est-à-dire que dans les balles Paris masqué le samedi? Oui, mais je pense que c'est pas que. Parce qu'en fait, dans les événements tels que, bon, je peux nommer un petit balcon, etc., dans les événements, dans les midi-minuit, chacun des orchestres interprète les succès des autres. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Moi, je parle en termes de production, dans les compositions.
depuis l'avènement, je le répète, de Carnivore, les compositions, la façon de composer de certains groupes, eh ben là, c'est la façon elle a changé, puisqu'en fait, la nouvelle norme que nous avons amenée, et je le dis sans embâche, hein, sans vanité, hein, la nouvelle norme que nous avons amenée, eh ben, c'est ce qui marche en fait. Les gens, on a tendance à recopier ce qui marche. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, puisque c'est un style qui fonctionne, tout le monde le fait. Mais il y a, juste pour la petite histoire, il y a un producteur que je pense que tout le monde connaît, bon, j'ai oublié son nom, il va revenir tout à l'heure. C'est le seul, ou un des seuls à avoir dit en public, hein, à la radio, moi je fais du Carnivore. Moi, quand je compose, je fais du Carnivore parce que ça marche. Non, pas que. Non, c'est-à-dire que quand il a dit, franchement, quand il a dit Monsieur Saint-Val, tu connais Saint-Val, ben lui, c'est un grand producteur, il produit pas mal d'artistes, et lui, il a dit franchement qu'il n'a pas un problème avec ça. Quand il fait ses compositions, il pense à Carnivore. C'est-à-dire qu'il compose comme Carnivore. Et ça, il n'y a pas de mal avec ça. En plus, ça fait du succès. Voilà. Donc, ce qui est dit, c'est qu'il faudrait peut-être faire comme les Jamaïcains, c'est-à-dire faire un one redeem pour pouvoir permettre à une esthétique sonore, une esthétique artistique de s'installer, d'être validée et que plusieurs artistes posent sur la même composition, mais avec leur façon de poser. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Morceau de Sylvain Saül avec un morceau de Renato, la même musique. Un de Roland Dual, un de tous les chanteurs. Et ça, c'est source à critique aussi, parce que. Enfin, critique. J'ai l'impression que le public, il va être en mode. Non, défends-toi, le clip, je le sais, ouais. Non, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est pas une mauvaise idée, je pense que c'est pas encore dans les mœurs c'est pas encore rentré bien dans les mœurs du Guyanais, de la musique traditionnelle. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que là, on est entré dans une ère nouvelle où tout peut se faire. Voilà, mais c'est pas une mauvaise idée, c'est une idée à exploiter. Mais ça, c'est encore, bon, je pense que c'est quelque chose qui est pas trop compliqué à faire. Après, c'est de trouver les artistes qui seraient partants de le faire. Et voilà. Mais ça, je pense que c'est pas compliqué de le faire. Ouais. Pour les compositions, ça a bête qui facile, ça. Voilà. Après, change. Voilà, c'est ça. Effectivement. Ouais. Hein, c'est une idée qui mérite de faire son chemin. Ouais. Il y a 3 questions. Donc, que penses-tu de ramener cette esthétique musicale, donc l'esthétique Carnivore, dans les clubs? Bah écoute, je pense que le chemin se fait un petit peu, parce qu'en fait, déjà la façon dont nous jouions auparavant, elle a changé. Voilà, on a un style qui est vraiment tout à fait différent de la musique traditionnelle, on va dire de la musique de la mazurka, de la biguine vraiment traditionnelle avec les codes. On a amené d'autres choses. Ce qui fait que je peux illustrer ça avec des exemples. Quand on écoute Touche pas ma vie, quand on entend Un homme à tout prix, ce sont des chansons, des compositions intemporelles qui peuvent être reprises qui sont chantées, qui sont, on va dire, interprétées, non seulement par beaucoup d'artistes, qui sont aussi jouées par pas mal de DJ lorsqu'ils font leur soirée. Donc je pense que ce chemin se fait naturellement. Là, je suis en train justement de travailler sur d'autres projets. C'est comment ça s'appelle ça, d'essayer de travailler avec, d'amener les enfants les écoliers, des enfants de certain âge, à pouvoir kiffer cette musique. Mais vraiment en partant du plus petit, et de façon qu'ils puissent vraiment se l'approprier et faire en sorte que lorsqu'ils grandissent, que la transmission se fasse de façon naturelle. Ouais, mais c'est un travail de longue haleine. Ouais. Mais pas impossible. Voilà. Si je repose la question pour le podcast, en gros, c'est que, en fait, comment poser la question? Donc, toi, tu suggères justement d'intéresser plus de monde pour s'intéresser à la nomination des styles musicaux. Et que justement, que ce ne soit pas les artistes qui nomment les styles musicaux, mais que ce soit l'audience qui fasse ce choix par des votes ou autres, de nommer les styles. C'est bien ça. Je pense que la question que tu poses, elle a été en partie. Tu as eu la réponse. Je ne sais pas si tu es encore arrivé, mais bon, tu en as parlé, T2I. Tu en as parlé du fait que c'est le public qui décide en fait. Hein.
À l'instar du zouk, le zouk, je pense pas que ce soit Kassav qui a dit bon, on va appeler à placer ce style-là le zouk. À l'instar du reggae, le dancehall, je sais pas, ça vient du public. Donc naturellement, je pense que le style qui doit, alors, enfin, la nomination, la nouvelle nomination du style carnaval, du style de musique que nous jouons, ça va se faire naturellement. Et je pense pas que le fait qu'il faille l'imposer, ça risque de ne pas passer. Il faut vraiment que ça vienne de façon, on va dire, il faut que ça vienne de la fosse. C'est-à-dire, l'avenir nous le dira, hein. L'avenir nous le dira, parce que là, effectivement, pour l'instant, c'est un petit peu dommage, mais je pense que ça va un petit peu mûrir dans les têtes. La musique carnaval, là, c'est bon, ça commence à lasser pas mal de gens, et on va passer en mode réflexion, de façon à pouvoir, voilà, jeter tout ça, effacer ça, et puis trouver. Mais ça viendra du public. Je sens que ça vient du public, ça viendra, ouais. Ben voilà. Comme ça vient du public. Absolument, C'est oui. comme bien du son. Absolument. C'était le lieu, c'était le lieu. Le zouk, pareil, c'était le lieu. Le zouk aussi, on allait au zouk. Ouais. Là, on va au danser, En fait, le thème musique carnaval. On écoute de la Biggie et de Marceau toute l'année. Mais c'est ça, On l'a c'est ça. toujours. Ouais, Par c'est- contre, là où je pense qu'il devrait, c'est le piqué qui a fait un sort de Et du piqué coup, là. Le piqué, c'est spécialement, en effet, c'est. Chez nous, c'est carnaval. Et on l'utilise nulle part ailleurs, piqué. C'est peut-être là qu'il faut aller. On l'utilise aux Antilles, le piqué, mais pas le piqué jouk. Le piqué jouk est un terme qui est vraiment guyanais, qui a été instauré par le groupe des mécènes, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais justement, c'est cette atmosphère-là qui a fait que je me suis dit non, attends, à certains moments, vu l'image qui était projetée justement sur le piqué jouk, ce qu'on montrait sur les réseaux, ce qu'on montrait à la télévision. Ça m'a un petit peu... ce qui a fait que, bon, j'ai dit non, il faut qu'on m'efface cette image qui est un petit peu réductrice. Hein, donc, il faut passer à autre chose. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mis au travail dans mon laboratoire. J'ai dit non, il faut qu'on amener quelque chose d'autre, créer d'autres codes et casser cette dynamique de piqué jouk. Ben, en fait, c'est compliqué de le nommer. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Je peux le faire. Hein. Ouais. Prends tous les styles de musique dont vous avez parlé. C'est soit le compositeur, à un moment donné, qui a cité le nom, ou le producteur, ou le label. Ah, mais je Quand tu parles rock, reggae, samba, c'est que l'ambada, une danse, c'est quelqu'un qui à un moment donné. Ouais. Et puis le public, par contre, l'accueille ou pas. Ouais. Mais Tu prends le mec, il accueille ou pas. Je pense pas que ce soit les artistes qui ont amené ce terme reggae. T'as une production où Chris Blackwell ou d'autres sur les premiers albums où on voit des noms qui apparaissent. Et le peuple, par contre, a choisi. De ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est que en fait, le rôle de l'artiste dans tout ça, dans un premier temps, c'est faire de la bonne musique, donc pérenniser les choses, et aussi travailler son marketing autour de sa musique. Non, parce que ça... Oui, quand je dis marketing, c'est le grand mot, mais en gros, tu peux pas juste faire la musique, il faut que tu estampes un nom, une appellation pour accompagner, pour que ça peut-être propose. Ouais. Non, ouais, peut-être. Ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai. Complètement. Ouais. Complètement. Bah, effectivement. Bah, nous avons aussi la chance d'avoir tellement de styles musicaux ici. Donc, voilà. Mais... Il y a les styles, mais j'ai l'impression que c'est les images, les univers qui sont autour qui ne sont pas suffisamment installés c'est ça. pour que les choses prennent. Enfin, c'est mon ressenti. Pas dans le créneau musique. Pas dans le créneau musique traditionnelle. Mais dans les créneaux, dans mon créneau qui est plus musique rap, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc où il y a une image forte qui est installée pour pouvoir proposer des univers différents. Non, on reste dans la reproduction des choses qui marchent comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Il n'y a pas de prise de risque. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'esthétique qui s'installe, selon mon point de vue, et qu'il n'y a pas des trucs qui nous ressemblent, qui se pérennisent. Ouais. Ah bah tiens, je prends l'exemple
as cité par exemple le rap ou le trash, ou bien il y a tellement de noms dans le dancehall qui. Mais là, c'est sorti de la rue. Le nom rap, je sais pas, le rap vient d'où? Ça vient du peuple. Donc je pense, voilà. Non. Voilà. Ça vient du peuple. Donc je pense que quelque part, il faut laisser le peuple choisir, même s'il tarde un peu, mais lorsqu'il il va... Voilà. En fait, c'est normal, il va faire vite, mais chez C'est nous, ça. il faut les Voilà, c'est ça. Il est particulier. Donc je pense que voilà. Il faut leur peut-être que ton idée de leur proposer quelque chose d'impulser, une idée, et puis voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Toutes les composantes différentes. Ouais. Nous quelqu'un t'en mourir avant, effectivement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Juste, je comprends quand on dit qu'un artiste, s'il veut juste chanter, C'est bon impossible. courage quoi. Là, Parce que 2025, ça on marche. n'est pas, un artiste n'est pas spécialement fait pour trouver le nom d'un style musical. Mais je reviens juste avec une question hyper basique, par exemple, un groupe qui s'appelle Rapace et l'autre Carnivore. Rapace. Rapace. Alors là, mais honnêtement, bon, je sais pas si je pourrais répondre pour les rapaces, parce que les rapaces, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait beaucoup de groupes dont les noms sont issus d'oiseaux. Il y avait les faucons, il y avait les bluebirds, et là, les vautours. C'était la mode, voilà. Bon, les rapaces, on est passé par là, mais bon, c'était des rapaces gentils, hein. Donc, voilà. Mais pour carnivore, c'est autre chose. Carnivore, en fait, il faut que je l'explique aussi, parce qu'à chaque fois, on pense que c'est un nom qui, bon, là, c'est carnivore moun qui a dévoré moun, pour ça. Bon, on se joue de cela, mais en fait, le nom carnivore, je l'ai conçu parce que je suis un amoureux de tout ce qui est, jeu de mots. Parce qu'à la base, carnivore vient du mot carnaval. Et à l'époque, on sait tous que le carnaval de Guyane était vraiment le number one de tous les carnavals. C'était un carnaval en or. Donc quand j'ai créé mon concept à l'époque, donc c'était j'ai fait une contraction bien sûr, carnivore, c'est-à-dire carnaval en or. Ouais. Donc carnaval en or. Voilà. Donc à l'époque, hein, donc ça fait voilà. Et chemin faisant, donc avec voilà, c'est ça d'expliquer. Ouais. Je n'ai jamais voulu l'expliquer parce que j'ai toujours pensé, voulu que ce soit, on va dire, un petit mystère. Pourquoi carnivore? Voilà. Bon, quand j'ai l'occasion de l'expliquer, j'apporte l'explication comme ça, c'est clair. Donc c'est carnaval en or. Et ensuite, avec les années, il y a des virgules qui sautent, des apostrophes qui sautent, carnivore. Voilà. Donc Karnivore. Voilà. N'a rien à voir avec le fait de voilà. Et voilà, voilà. Ouais, ça ressemble à une suite logique, mais non, c'est ça, voilà. Carnivore, c'est carnaval en or. Voilà. Et depuis, on a gardé ce nom carnivore. Voas. C'est ça, voilà. C'est ça, oui, mais d'accord. On est, en fait, c'est vrai ce que tu dis là, parce qu'en fait, le groupe s'est fondé justement pour pouvoir défendre les couleurs, défendre justement cette musique. Et on ne peut pas s'empêcher de dire que on va pas rester enfermé dans l'espace que dure le carnaval. La musique, on va dire, c'est intemporel. Donc il a fallu créer des choses, créer des compositions de façon à pouvoir perdurer. Et maintenant, on voit bien que on nous appelle pendant le carnaval. C'est vrai que c'est la période faste, mais après, ce style musical est adulé, ce style musical est joué par tous les groupes qui le jouent. Et même par les DJ, il n'y a pas plus tard que là, dernièrement, il y a des soirées qui se font et on appelle des artistes, même s'ils ne font pas partie du groupe Carnivore, on appelle des artistes pour interpréter des succès de Carnivore. Donc ça veut dire que Carnivore laisse des traces partout où il passe. Et on ne peut pas se passer de Carnivore. Bon, je fais un petit peu ma pub, mais bon. Voilà. J'ai deux petites questions et après on va devoir écouter un extrait et clôturer doucement. Si vous avez des questions, on va les prendre, mais on va devoir clôturer dans pas très longtemps. Moi, ma question, c'était pour revenir sur le recrutement. Comment ça se passe le recrutement pour tes groupes, pour le groupe Carnivore? Parce que tu as parlé tout à l'heure de
de personnes qui sont parties, sont venues, bon, le groupe il a évolué. Et donc d'une, comment ça se passe pour le recrutement? Et de deux, est-ce que de ton côté, tu fais un travail pour que ces membres qui arrivent et qui partent de Carnivore se structurent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'inscrivent à la SACEM? Est-ce qu'ils sont déclarés? Est-ce que quand tu fais une composition, s'ils ne sont pas à la composition, est-ce qu'ils sont inscrits à l'aspect d'IDAM pour les interprètes? Enfin bon, est-ce qu'ils sont à jour sur ces aspects d'ayant droit? Alors, pour répondre à la seconde partie, concernant la SACEM, j'encourage, et de plus en plus, chaque membre, tous les membres du groupe Carnivore, à être sociétaire. Je sais qu'il y a ceux qui sont un petit peu réfractaires du fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut. Ouais. Le fait qu'ils interprètent une chanson, le fait qu'ils reprennent les chansons, ils n'ont pas cet automatisme de dire que bon, je fais partie d'un groupe, et bon, le chef d'orchestre il compose, tout ça, machin, il compose, il écrit, bien voilà, il nous dit nous sommes des interprètes, mais c'est pas systématiquement qu'ils se disent bon, si moi j'ai interprété ça, Tita, bon, moi si moi j'ai gratté un petit sous-marqué à chaque côté, donc pour ça il faut que je m'inscrive. Et j'ai pris du temps. J'ai pris du temps à leur expliquer, les gars, ou bien les chanteurs, les musiciens, même ceux qui ne composent pas, inscrivez-vous à la SACEM, parce qu'en tant qu'interprète, en tant que musicien, il y a toujours un petit truc à gratter. Pourquoi? Parce que la SACEM protège ses artistes, rémunère tous ses artistes, que tu sois interprète, que tu sois guitariste, que tu sois instrumentiste. Et ça, je me fais vraiment un devoir de leur dire, de les sensibiliser à ça de façon qu'ils puissent s'inscrire et devenir membre de la SACEM. Et là, je suis fier un petit peu parce que bon, ce travail que j'ai fait là, la plupart des membres du groupe Carnivore sont sociétaires SACEM. Et même ceux qui ne chantent pas, mais en fait, ils sont sociétaires parce qu'ils composent, ils écrivent aussi, donc ça aussi, voilà. Donc je les ai sensibilisés et crois-moi qu'ils ne regrettent pas. Même si c'est quelques années après qu'on voit les bénéfices, mais ils ne le regrettent pas. Voilà. Pour le recrutement, bon, c'est vrai qu'à une certaine époque, il a fallu faire des annonces, on cherche un tel, on cherche machin, mais ça se fait vraiment naturellement parce que maintenant on connaît le travail du groupe. Lorsqu'il y a eu des départs inopinés, et bien maintenant on frappe à la porte de Carnivore parce qu'en fait, la majeure partie, c'est là qu'on découvre que nous avons des artistes cachés. Des artistes cachés que là on découvre, par exemple il y a il y a pas mal de chanteuses, je suis obligé de préciser parce que les chanteurs ils sont un petit peu plus hésitants, mais les chanteuses, à chaque fois que je reçois des demandes par WhatsApp, oui monsieur Saül, est-ce que vous voulez pas machin, moi je me fais toujours un devoir, un plaisir de les accueillir et de voir qu'il y a un potentiel vraiment tangible, vraiment formidable de nouvelles voix qui peuvent justement illustrer notre paysage musical. Et là, le recrutement se fait tout à fait naturellement. On ne se gratte pas la tête maintenant pour avoir des chanteurs. Mais là, est-ce que la suite logique, un de ces quatre, serait pas d'ouvrir une école Carnivore? Parce qu'on a t'aide à la structuration, tu fais du repérage, tu as créé un style musical, une esthétique. J'ai l'impression que il y a de quoi créer. L'école, c'est peut-être un grand mot, mais au moins une structure qui s'installe pour pouvoir recevoir des jeunes dès le plus jeune âge, leur donner les codes Carnivore et de pérenniser les choses, cette esthétique, etc., etc. Est-ce que la suite logique ne serait pas ça? Bon, je suis parti très loin dans ma réflexion, et ça sera ma dernière question. Non, mais effectivement, ça paraît une suite logique en fait. Mais quand tu as abordé le thème école, ça m'a fait penser au fait que Carnivore est déjà une école. En quelque sorte, pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons depuis notre avènement, depuis que Carnivore existe, pas mal d'artistes, pas mal de chanteuses, pas mal de chanteurs, pas mal de musiciens aussi. On fait école dans Carnivore et ont permis à d'autres groupes de pouvoir se créer ou bien d'autres groupes de pouvoir perdurer et de passer le message que nous avons mis en place. Je ne vais pas la nommer, on connaît tous, je parle de Renato Decater, qui a fait partie intégrante de Carnivore, Gaston Émigré, le chanteur de Corrida, Nadège Chauvet, Arnaud Champestin, et j'en passais des meilleurs, je chantais les musiciens, tout ça. Donc,
quelque part, Carnivore est déjà une école, a déjà été une école. Donc là, en finalité, le projet dont tu viens de faire allusion, je pense que c'est une suite logique. Et ça, justement, ça, on y pense aussi pour les années à venir. Ouais, voilà. Oui, il y a une dernière. Oui, s'il y a des dernières questions, allez-y. Après, on va écouter un petit extrait et après, on est bon. On est quoi? On est le 9 novembre? 9 novembre, oui. Le single ou album Carnaval, c'est vrai? Est-ce que le single ou de l'album pour les balles, pour la musique traditionnelle de début d'année, est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'on est prêt est-ce que la deadline est respectée? Tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de trouver un terme, effectivement. Tu vois, déjà tout de suite. Ouais, parce que la tradition, ça englobe pas mal de musique et le carnaval, c'est une période, tu vois. Mais écoute, moi j'ai pas de souci avec la période du carnaval, c'est la musique, je comprends le Oui, mais justement. La période, c'est après l'épiphanie, tu sais, c'est collé. Enfin, on a tous ça en tête, mais bon, on va essayer de se séparer de ce terme-là, qui, je le répète, est galvaudé. Pardon? Comment tu dirais? Comment je dirais? Ben, on est en train d'y travailler, justement. Parce qu'en fait, notre musique étant intemporelle, là, je vais te dire que là, on est en cuisine. C'est clair qu'il y a beaucoup d'artistes, de compositeurs. La période des grands balles. La période des grands balles, ouais. Oui, mais bon... Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, c'est cette période-là. Mais bon, on va essayer de s'en séparer. C'est pour ça que... On y travaille, c'est vrai, c'est compliqué. Oui, mais... Non, mais on est en cuisine. Nous, en cuisine, là. On est en cuisine pour pouvoir préparer les... Voilà. Mais c'est pas que pour cette période. On est en cuisine pour préparer, on va dire, des sorties d'albums, mais de façon intemporelle. Là, on s'est mis on s'est fixé une ligne de conduite. On va essayer de sortir un titre toutes les 2 semaines. C'est toutes les 2 semaines. On va essayer de le faire. Ça, c'est faisable. Mais après, c'est une question de timing, de volonté, tout ça. Après, bon, il va falloir exploiter tout cela. Et le travail que ça demande en termes de live, parce qu'on est un groupe de live. Et nous sommes très demandés pendant cette période. Et voilà, donc il y a du boulot. Mais bon, on s'y colle. Voilà, on s'y colle. Mais on est en cuisine. Une question ici? Alors, c'est juste une dernière remarque. Peut-être une des solutions, ce serait d'arrêter de jouer pendant le carnaval et de jouer tout le reste de l'année. L'économie... Attends. Ce qui est dit dans le public, c'est peut-être la solution, ce serait d'arrêter de jouer pendant la période dite carnaval de début d'année et de jouer hors période. Mais moi, j'ai l'impression que l'aspect financier, que l'apport financier de cette période-là n'est pas négligeable. Sauf erreur de ma part. Je ne pense pas que tu es loin de la vérité. Parce qu'effectivement, pendant cette période-là, il ne faut pas se voiler la face. Il y a énormément de circulation d'argent. Et il y a le pouvoir, le côté économique est non négligeable. Donc si on va dans ton sens, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, pendant le carnaval, nous allons jouer après. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui vont nous regarder. Et puis non seulement aussi les carnavaliers et ceux qui adorent cette musique-là, ils vont se sentir lésés. Et je pense que c'est quelque chose, pour l'instant, qui ne soit pas envisageable. Et risqué économiquement et risqué aussi artistiquement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui n'existent, malheureux dire, que pendant cette période-là. Voilà, chose qu'on essaie aussi de changer. Voilà. Un petit conflit culturel? Non, mais je sais comment expliquer. C'est-à-dire que, à partir du moment où c'est joué hors de cette période, les gens vont dire mais non, ça va pas. Quand la musique des balles de début d'année est jouée hors la période des balles de début d'année, malheureusement, ça crée de grands débats. Et c'est peut-être là qu'il faudrait commencer, peut-être à arrêter ces débats. Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, t'en penses quoi de ces débats-là? Oui, j'ai toujours, effectivement, ça a toujours été de mise, hein, mais ça a tendance à changer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être méchant, mais les gens qui étaient dans cette dynamique-là, bon, ben, il n'est pas là encore. Hein. Voilà. Donc, moi, effectivement, je me rappelle à l'époque, il y a 20, 30, 40 ans, la musique était diffusée par la seule radio que nous avions à l'époque. Et une fois que les gens qui écoutaient la seule radio, qui écoutaient de la musique, on va dire, entre parenthèses, la Begin, la Mazoka, après la période de carnaval, alors là, il était avoué pied. Alors que maintenant, vu que les choses ont changé, la musique est diffusée de façon plus, on va dire, plus fréquente, plus constante
en dehors de cette personne, donc, de cette période, pardon, et les mœurs ayant changé aussi, on a moins ce retour-là. Mais il y a quand même quelques réfractaires, quelques psychobloqués qui viennent, qui appellent, qui disent ouais, nous pas en période carnaval, hein. Une fois étant des masokas, putain, alors là, franchement, mais ça aussi, ça, non, franchement, non, ça, ben, bon, heureusement que ça a tendance à changer avec la multidiffusion aussi, le travail que font certains médias privés. Et ça, je salue les médias tels que Radio Pays, voilà. Ouais, voilà. Je salue le travail que font les animateurs. Et ça n'est que du bonheur pour nous les artistes parce qu'on est diffusés en dehors de cette période et aussi par rapport aussi aux droits SACEM, voilà, qui sont non négligeables pour certains qui composent. Et j'encourage justement tous les artistes, les compositeurs, enfin les musiciens qui n'ont pas encore fait le pas, de s'inscrire à la SACEM et de ne pas hésiter d'aller s'inscrire et de produire, composer et s'il vous plaît, arrêtez, prends bagage, les Rothmund. Parce que tant qu'on reproduira, il faut que je le dise, et tant qu'on reproduira ce que les autres font, c'est les autres qui vont toucher les droits d'auteur, qui vont toucher tout ce qui est comme voilà. Et mais nous, on va toujours rester derrière. Voilà. C'est un petit peu le message, le coup de gueule que je voulais passer. En tout cas, je pense que c'est une belle clôture. Je pense qu'on va clôturer sur ces mots. On va s'écouter un extrait du vinyle et on est là le temps que ça se déroule. Encore quelques minutes. Si vous avez des questions, avec plaisir, quoi. En tout cas, encore merci d'avoir répondu présent. On s'écoute un petit extrait. Si vous avez quelques questions, on peut les prendre juste après l'extrait et après on va devoir clôturer. On est OK ? Yes. Hop. Nous revoilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Non ? Moi j'en ai une, j'en ai toujours d'ailleurs, mais celle-ci, pour finir en beauté, moi je voudrais juste avoir un retour sur l'aspect économique, c'est-à-dire d'un groupe comme Carnivore. Est-ce que, parce qu'on a parlé d'Azika, et là sur Carnivore, est-ce que ce qui est généré à la période de début d'année permet au groupe de
produire correctement tout le reste de l'année ou vous êtes obligé de faire des demandes de financement pour créer des projets, des sessions studio, etc., etc. Ou vous vivez que, enfin, le groupe fait ses sessions studio que par rapport à ce qui est généré au début d'année ou tout le long de l'année. Ok, donc là il y a deux aspects aussi. Fut un temps effectivement, on faisait pas mal de demandes de sponsoring, de subventions, de façon à pouvoir produire pour nos albums. Bon, tu sais, à l'époque, les albums se vendaient bien, donc on faisait aussi de l'autoproduction du genre, une fois que le CD est sorti, l'album est sorti, on allait au marché, on vendait, et le résultat des ventes, le résultat des ventes servait à pouvoir aider à produire d'autres œuvres. Bon, maintenant, pendant le carnaval, effectivement, nous avons des gains, parce que nous avons aussi des prestations, des gains dus à de nombreuses prestations. Et une bonne partie des cachets est redistribuée aux musiciens sous forme de facture, parce qu'en fait, les musiciens sont payés. Il faut dire que tout travail mérite salaire. Hein. Les musiciens ne sont pas des bénévoles. Il n'y a que les membres de l'association qui sont des bénévoles, donc qui n'ont pas droit de toucher de cachets, de subventions, mais ils ont d'autres avantages. Mais tous les musiciens sont rémunérés. Et quand il s'agit de produire quelque chose, soit de produire soit un spectacle, ou bien de participer à l'achat de tel instrument, de participer aussi à l'achat des vêtements, parce qu'il y a toute une structure derrière qui est mise en place pour pouvoir permettre au groupe de se produire, et bien là, on fait appel à des sponsors. Mais on se dit quand même que quelque part, et moi c'est un petit peu mon idée que j'ai lancée, à un certain moment je me dis que les subventions, je pense qu'il faut les laisser pour ceux qui n'ont pas cette chance de pouvoir avoir des scènes, de toucher des cachets. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette faculté, cette possibilité d'être vus sur scène et de toucher un cachet. Donc là, je pense moi je me suis dit, je leur ai dit, je les ai invités à ne pas faire de demande de subvention parce que nous avons une rémunération en tant qu'artistes qui officions sur scène. Voilà. Donc pour cela, on laisse les demandes de subvention pour ceux qui n'ont pas cette chance et ce privilège. Voilà. Donc pour pouvoir... et la plupart du temps, comme j'ai eu la chance aussi de faire de pas mal de tubes, d'avoir des revenus substantiels en termes de SACEM, et moi je n'ai pas de problème avec ça. Donc ces revenus-là me permettent de composer, de produire et d'acheter tout ce qui est acheté en termes d'instruments. Là, j'ai fini de monter mon studio et j'ai fini de monter ma salle de répétition, enfin la salle de répétition du groupe. Donc là, tout ça, c'est un investissement qui a été possible grâce à mes revenus SACEM. Voilà. C'est ça. Combien d'années ça C'est difficile à dire parce qu'en fait, une fourchette, c'est difficile à dire précisément parce qu'en fait, les revenus SACEM dépendent de plusieurs choses. Dépendent aussi du répertoire qui est exploité et aussi de la vitesse à laquelle les organisateurs déclarent et puis payent aussi les redevances. Parce que si l'organisateur ne paye pas ses redevances, l'auteur-compositeur, enfin les ayants droit, auront du mal à toucher leurs revenus. Voilà. Donc, des fois, on attend 2-3 ans. Donc, on dépend justement de la vitesse à laquelle les organisateurs payent leurs redevances. Mais il y a certains qui payent sans problème. Il y a d'autres, c'est plus difficile. Quand ils payent, voilà, il y a certains, c'est difficile. Et voilà, c'est ça. Bon, donc c'est pas, on va dire que c'est pas des sommes qu'on va vraiment fixes. Mais quand tout le monde paye, quand c'est une bonne saison et que tous les organisateurs payent, ça peut remonter à quelques milliers d'euros pour les ayants droit, quelques milliers d'euros. Voilà. Moi, je n'ai pas de honte avec ça. Je n'ai pas, parce qu'en fait, c'est pas de l'argent qu'on vole. On a composé, donc on a un certain dû, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on encourage aussi les... C'est important de le dire parce que ça permet quand même une rémunération annexe entre guillemets qui est le droit des artistes et qu'il y a beaucoup d'argent ici qui dort, qui remonte à la SACEM et qui repart pour les gros artistes. Exactement. Pas vraiment besoin.
qui n'ont pas forcément besoin parce que vu qu'ils sont multidiffusés et vu qu'ils sont diffusés sur de grosses stations de radio, donc là il y a plus de les gains sont vraiment plus conséquents. Et nous qui sommes une petite communauté, les gains ne sont pas aussi faramineux, donc c'est pour ça qu'on encourage et on encourage surtout les médias à déclarer, surtout les événements, les organisateurs, à déclarer leurs œuvres, à déclarer les répertoires, les DJ, on s'appelle ça, toutes les soirées qui se font, les soirées, entre parenthèses, qui se font sans déclaration, parce que les DJ passent nos œuvres. S'il y a de la danse, si les gens s'amusent, c'est parce qu'il y a de la musique. Il y a bien quelqu'un qui a fait de la musique, qui a composé, qui a transpiré. Donc, il faut respecter aussi l'artiste. Voilà. Les DJ, justement, il y a un travail à faire parce qu'ils n'ont peut-être pas cette notion du respect de l'œuvre parce qu'ils ne sont pas en lien avec des glances à scène, des genres de choses. Et donc, peut-être que pour eux, ils ne voient pas réellement quel est le bienfait de ça. Et aussi, c'est pas le DJ, c'est l'organisateur normalement. Qui doit déclarer le setlist. Je pense que pour avoir une explication rationnelle, il faudrait un jour, si tu as la possibilité, inviter un membre de la SACEM pour expliquer le rituel, parce que c'est pas évident. Mais effectivement, j'entends bien ta remarque. Les DJ le savent. Moi, je peux te dire qu'à l'heure actuelle, tous les DJ savent qu'il faut déclarer le répertoire. S'ils ne le font pas, c'est soit par comment dirais-je, bon, je ne vais pas dire c'est un oubli, mais soit par négligence, ou bien franchement, voilà. Mais ils sont tous au courant qu'il faut déclarer la playlist qu'ils utilisent, il faut que ça soit déclaré. Voilà. Ils sont tous au courant. Une question parallèle, est-ce que les médias, c'est le plus gros à percevoir, ça c'est les médias? Les médias et les salles, même les salles les salles du spectacle, les plus gros. Pendant 20 ans, n'ont jamais payé une taxe sur le spectacle. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les médias, alors le plus gros média, ça reste la première, est-ce qu'ils font toujours une déclaration au forfait? Automatiquement. Non, parce que le problème, c'est au forfait? Ils faisaient au forfait. Le forfait, ça veut dire que c'est l'artiste qui est le plus joué, les 2 ou 3 artistes qui sont le plus joués. Joe Perry fait ça, mais pas bien après. Bien après, ils ont arrêté. C'était ça le gros problème. Ils ont arrêté, donc mais c'était le top 3 qui touchait la SACEM de tout le monde, parce qu'ils faisaient une déclaration forfait, non pas en titre par artiste. Je pense que ça a changé depuis. J'espère. C'est là que j'aurais gagné. Et le KFM, par contre, Énergie, KFM, Radio Pays, ils sont toujours au forfait. C'est forfait, comme beaucoup de boîtes. C'est 30 €, alors que sur bien la première, c'est. Non, mais ça dépend de l'audience. De l'audience, mais je veux dire, c'est pas juste par rapport au fait que la musique guyanaise, elle a du mal à aller sur l'Hexagone et que c'est un territoire qui reste petit en termes de densité. Et du coup, je trouve que c'est pas très juste en fait en termes de système. Non, la déclaration forfait ne convient pas ici. Il faut qu'il y ait une déclaration, c'est le mot carnivore, on a noté, c'est Sylvestre Saül, tel morceau. Pour avoir une déclaration de Guyane Première jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pour avoir le justificatif qui est normalement obligatoire. Ils sont tenus de le faire en fait, parce qu'en fait ça va directement dans la maison mère, donc ils sont tenus de le faire. Je crois que ça va automatiquement. Dès qu'ils le diffusent, bon, je parle en ce que, par rapport à ce qu'on m'a expliqué, dès qu'il y a une diffusion d'un titre, lorsque tu envoies, par exemple, un artiste envoie un morceau, transfère un morceau, et te demande systématiquement quels sont les ayants droit. Parce qu'en fait, ils sont obligés de déclarer l'œuvre qui passe. Ils sont obligés. En tout cas, c'est sûr que tous les acteurs, à tous les niveaux, doivent jouer le jeu de déclaration, que ce soit les artistes, que ce soit les salles, que ce soit les médias, parce qu'au final, c'est l'écosystème créatif local, l'industrie, aussi petite qu'elle soit, locale, qui en bénéficie, et c'est important que tout le monde joue le jeu à toutes les échelles, parce que je pense qu'aussi il y a peut-être un manque d'information, peut-être auprès des artistes, de ce qui peut tomber. Les retombées sont intéressantes. Une fois que ton programme il est déclaré, que tu vas jouer en festival, tu déclares ton programme, ça fait une belle petite enveloppe qui tombe et ça peut payer un clip. Donc là, on va clôturer en beauté. Encore merci beaucoup, Monsieur Saül, d'avoir répondu présent. Franchement, merci pour cet échange. C'est hyper important de mettre en place ce petit moment. Encore merci à Saveur Cannelle de nous accueillir. Franchement, ils ont joué le jeu, ils nous accueillent avec plaisir. Et merci à vous d'avoir répondu présent. Franchement, restez connectés, il y en aura d'autres. Les vinyles du Pater, c'est pas la dernière. Donc, il y en a d'autres qui ont été faits, il y en a d'autres qui se font, il y en a d'autres qui se feront. Donc, on reste en contact. Et puis, on se dit à très vite. Portez-vous bien. À la prochaine.